Nous vivons vraiment une époque formidable. Nous accueillons Guillaume qui va nous parler sac en toile de jute, accessoires mode éthique, bien sûr, une aventure partagée avec son collègue et co-entrepreneur, si je puis dire, pour l'aventure de Balo. Bonjour Guillaume. Salut. Alors, est-ce que déjà pour te présenter aux éditeurs, essayer de faire le point sur tout ça, tu pourrais vous présenter toi ainsi que ton collègue. Je sais que vous étiez deux à monter cette entreprise. Ouais, vous exactement. êtes deux. Le parcours, la rencontre, comment ça se passe ? On s'est rencontrés exactement le 3 juin 2014 au Bangladesh, quand moi j'arrivais dans l'association Gold of Bengal pour travailler sur la fibre de jute au Bangladesh, quoi. Donc on est tous les deux ingénieurs et voilà, on a travaillé 2 ans dans la fibre de jute et de retour en France, on s'est dit il y a du potentiel avec cette fibre, il y a moyen de bien le faire, donc banco, on y va quoi. D'accord. Gold of Bengal, c'est l'association. Ouais. Vous êtes retrouvés là-bas, donc tous les deux la même idée pour les mêmes raisons. En fait, c'était plutôt une offre d'emploi un peu toute bête, quoi. Et donc du coup, on est parti là-bas dans cette association qui nous plaisait bien à la base. Il est arrivé un peu avant moi, on se connaissait pas du tout avant. Et cette association, le but, c'était de faire du prototypage pour montrer la faisabilité de matériaux composites à base de fibre de jute. Genre, en gros, comme de la fibre de verre, quoi. Sauf qu'on remplaçait la fibre de verre par de la fibre de jute. D'accord. Voilà. Et justement, alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement là-bas ? En tant qu'ingénieur, vous avez aidé, participé à l'élaboration de certains produits, travaillé la fibre de jute ? Ouais, c'est ça. Alors, il y avait, moi, j'étais plutôt sur la partie fibre et JB était plutôt sur la partie machine, en gros, pour faire justement des tissus. Après, il y avait aussi d'autres collègues qui étaient là pour bosser sur la partie composite, etc. Enfin voilà, on était une petite équipe entre 2 et 7 personnes, on va dire, ça dépend des fois. Et du coup, voilà, moi j'étais vraiment focalisé fibre, donc il y avait toute la caractérisation du matériau, trouver le meilleur jute, savoir quel tissu va être le meilleur pour une application composite. Et JB, lui, était en charge de montrer une petite machine qu'on a développée là-bas pour faire un tissu très spécifique, hyper résistant et une machine faisable au Bangladesh, quoi, et justement assez facile d'accès, quoi, on va dire, pour le pays. D'accord, quand tu parles de JB, c'est Jean-Baptiste Asto, oui, c'est ça. Sûr, ton collègue. C'est ça, ouais. Vous avez tous les deux des formations d'ingénieur. Toi, tu as étudié du côté de Roubaix, et lui à Toulouse. Ouais, c'est ça. Et Gold of Bengal, au final, on vient de donner la réponse. L'or du Bengale, c'est la toile de jute, cette fameuse plante. Quelles sont les caractéristiques ? Parce qu'au final, quand on pense à la toile de jute, nous, on pense au sac à patates qui gratte et qui pique. Mais c'est à peu près ça. Ouais. Voilà. En gros, c'est un truc qui date d'hyper longtemps, quoi. Le sac à patates, c'était utilisé par les pirates. Il y a une anecdote marrante que j'ai appris à Gold of Bengal, d'ailleurs. C'est le crochet du capitaine Crochet. En gros, il servait à traîner les sacs à patates et à autre chose, enfin sac à patates, à café, etc., que les pirates utilisaient. Donc c'est encore utilisé au Bangladesh, ce crochet-là du capitaine Crochet. Donc c'est hyper vieux comme business, quoi. Et ça, il y a eu beaucoup de machines qui ont été développées par les Anglais. Ils amenaient la fibre en Angleterre, ils faisaient le tissage là-bas. Il y avait aussi du tissage fait au Bangladesh, un peu moins. Mais c'est hyper vieux comme fibre, quoi. Et puis c'est hyper costaud pour faire des sacs, c'est l'idéal, quoi. On peut pas en faire des slips, par contre, ça gratte un peu, c'est vrai. Comme tu disais. Mais justement, votre business, si je puis dire maintenant, c'est d'en faire des sacs à travers cette entreprise Balo. Ouais, exactement. En fait, la problématique, c'est la même qu'il y a eu à Gold of Bengal, c'est dire, en gros, depuis les années 70-80, les fibres en plastique pas chères sont arrivées sur le marché et ont fait décroître énormément de fibres naturelles qu'il y avait. Par exemple, il y a les assises de chaises qui étaient faits en... j'ai plus le nom de la matière. Enfin bref, le jute, ça servait aussi en tapisserie, il y avait des paniers en osier, etc. Tout ça a été remplacé par du plastique. Gold of Bengal, justement, l'idée, c'était de dire, on va quand même essayer de réutiliser cette ressource pour en faire quelque chose de viable économiquement et techniquement aujourd'hui. Et nous, on est reparti dans cette même optique, quoi, de dire, le jute, c'est solide, on peut en faire quelque chose, même si c'est un petit peu plus cher que le plastique, on peut quand même trouver un marché pour développer ça, quoi. D'accord. Donc il y a plein de choses qui sont faisables. On peut faire du géotextile, on peut faire les semelles d'espadrilles, c'est fait en jute par exemple. Enfin, il y a énormément d'applications en fait, diverses et variées. Mais c'est vrai que ça a tendu à décroître depuis les années 70-80. Et voilà, on est un peu aujourd'hui à un moment de bascule, quoi, où on tend à revenir vers ces fibres-là, quoi.
D'accord. Et une fibre qui, en comparaison avec le coton, par exemple, nécessite beaucoup moins d'eau, par exemple, aussi. Alors au niveau de l'eau, c'est complètement différent parce que entre un coton qui est fait en Égypte et on a besoin de pomper dans les nappes phréatiques pour l'arroser, et le jute qui lui consomme de l'eau, mais c'est pendant la mousson. Donc déjà il consomme moins d'eau, mais en plus il va permettre pendant la mousson d'absorber l'eau en trop en fait. Et en plus pendant la mousson il n'y a que ça qui pousse. Donc en fait c'est les paysans qui sont dans les zones inondables entre guillemets, mais c'est un delta donc c'est normal que ça soit inondable. Il y a des lacs partout, c'est des petits lacs en fait de rétention d'eau. Et donc les paysans font une récolte de jute par an pendant la mousson parce que ils peuvent faire pousser que ça quoi. Ça pousse les pieds dans l'eau le jute. D'accord, et puis de toute façon, le Bangladesh est habitué à cultiver le jute. Ouais. On a tendance des fois à oublier justement peut-être quelque chose qui est important. Tu disais que c'était plus cher que le plastique. Ouais. Est-ce que c'est parce que notamment ça nécessite forcément un travail manuel? Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait vivre, selon Gold of Bengal, j'ai les chiffres, 30 millions de personnes environ vivraient bien de la culture du jute. Ouais, alors c'est pas de la culture, c'est de la filière. Voilà, la filière, effectivement. C'est une industrie, alors c'est saisonnier parce que du coup la culture c'est pendant de mai à septembre on va dire, mais après tu as dans les filatures, tu as tout le travail de la fibre etc. Derrière là-bas c'est vraiment une grosse ressource naturelle quoi. D'où le nom Sonalianche en anglais, hors du Bengale quoi. Oui, effectivement. Il l'appelle la golden fiber, ça a un aspect doré quoi, et puis c'est une ressource naturelle du pays quoi. Et là une ressource qui vous a donné envie de monter une entreprise, et comment ça s'est passé? Ouais. L'entreprise. Pourquoi l'idée et puis les difficultés rencontrées, effectivement, monter une entreprise aujourd'hui. On va venir un petit peu aux spécificités après, mais pourquoi vous êtes bien entendu, j'imagine, durant la rencontre au Bangladesh, tu me disais 2014, et du coup vous vous êtes dit, allez Banco, nous on en fait quelque chose. Ouais, en fait c'est ça, c'est de retour en France, donc Gold of Bengal était vachement focus sur du prototypage et une faisabilité technique. Nous, on est parti du principe de dire, de toute façon, si on veut redynamiser une filière, il faut du volume, quoi. Et donc, il faut trouver des canaux de vente, etc., des produits qui marchent et tout. Donc ça, c'était en mars 2016. Et en fait, on a pensé le problème à l'envers, c'est comment importer du jute et comment lui donner de la valeur ajoutée, sachant qu'on voulait bien le faire. Donc c'est pour ça qu'on fait du commerce équitable. On connaît vraiment le pays, on parle la langue, etc. Et donc on est parti à l'envers et il y avait plein de choses de faisables. Par exemple, la BFM à Limoges a fait des sacs en jute aussi, les sacs pour porter les livres. Ouais. Voilà. Ça c'est du jute aussi quoi. Et donc en fait à la fin on est arrivé à l'idée de faire des sacs moyenne haut de gamme en se disant c'est notre porte d'entrée. Et de dire voilà, si ça marche et si on arrive à faire en vivre quoi, et à monter une marque avec du potentiel, faire valoir cette fibre, etc. Derrière ça nous ouvre plein d'autres marchés quoi. D'accord, et vous êtes, vous, tout de même, les difficultés, on peut y venir d'ailleurs, vous êtes séparés entre Limoges et Toulouse, vous, les deux, on va dire, entrepreneurs. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a des moments difficiles, effectivement, parce que on n'est pas à bosser tous les deux en même temps sur les sujets. Après, on a eu l'habitude de bosser à distance. Et donc c'est pas forcément très grave. Enfin, on a des méthodes de travail. Les tâches sont bien réparties. Ouais, on se répartit bien les tâches. On a nos domaines, etc. Et puis on se voit quand même souvent. Et puis on se téléphone et on se Skype très souvent aussi, quoi. Parlons, si tu le veux bien maintenant, des caractéristiques de Balo. Justement, donc on parle de sacs en toile de jute, des accessoires de mode éthique. Tu parlais du commerce équitable. Ouais. Important, le côté transparence également pour vous revendiquiez clairement que vous fabriquez tout ça au Bangladesh. Ouais. Alors quand on lit ce genre de choses, nous... On met un peu les pieds dans le plat. Hein. Eh bien, oui, tout de suite. Et là, on t'attend forcément au tournant, puisque le commerce au Bangladesh, c'est le deuxième pays exportateur après la Chine, ou en tout cas ça l'était, je ne sais plus exactement si c'est toujours d'actualité. Une main-d'œuvre la moins chère du monde, ou une des moins chères du monde, les avantages fiscaux pour les grandes marques textiles. Forcément, 40% de la population travaille dans le secteur justement du textile. Et comment vous proposez de casser cette image justement c'est facile d'aller faire au Bangladesh, de faire travailler des familles, des gens qui sont des artisans qui sont vraiment sous-payés par rapport à la masse de travail. Il y a plein de questions, il y a plein de sujets. Je pourrais te poser 10 questions dans la même. C'est en fait il y a plusieurs aspects. Déjà effectivement, le textile là-bas c'est une grosse industrie quoi. Ça leur permet
gagner de l'argent, d'avoir une balance commerciale excédentaire. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un pays avec un taux de croissance à 2 chiffres, quoi. Donc ça c'est un des points, quoi. Il faut pas l'oublier et dire si on arrête d'acheter du textile au Bangladesh, le pays forcément il va moins se développer parce que ça fait de l'argent frais qui rentre. Voilà. Bon, après sur le textile il y a plusieurs points de vue, quoi. En fait, il faut bien voir que le textile dont on parle, c'est beaucoup des grosses boîtes et surtout dans la capitale. Et donc effectivement, il y a de la corruption là-bas. Il y a plein de gros patrons d'entreprises textiles qui sont aussi députés, comme on peut en avoir chez nous. Oui. Le truc, c'est que derrière, donc, ça influe toute la corruption, etc. Avec eux, ils peuvent influer sur les lois, etc. Comme tu disais, il y avait des avantages fiscaux, etc. Mais en fait, le truc, il faut comprendre que nous, on a voulu justement mettre les pieds dans le plat pour dire, il y a ce problème-là, on en parle, mais selon nous, on en parle forcément avec un angle d'attaque qui est forcément négatif. Et du coup, les solutions qu'on trouve, c'est on se barre de ce pays. Et pour nous, c'est pas la solution parce qu'effectivement, il faut y rester. Mais quitte à y rester, vas-y, on va faire les choses bien et on va construire quelque chose de vertueux pour tout le monde, quoi. Sachant que vous avez vécu là-bas 2 ans, ouais. Tu disais, vous parlez la langue, vous avez rencontré, j'imagine, également c'est beaucoup de populations qui vous ont donné leur avis interne aussi. On vivait à la campagne et tout, en plus, personne parlait anglais autour de nous, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. En plus, par exemple, on aurait voulu monter Ballot en France, c'est dur de trouver justement des gens qualifiés pour faire ces sacs, etc. Là, c'est vrai que c'est un pays du textile, donc beaucoup de gens ont la capacité de coudre justement de la bonne qualité. Et donc en fait, nous, là, comment on y va, c'est que donc déjà, on parle à des entités de commerce équitable et pas à des grosses boîtes. Donc déjà, ça change complètement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un énorme patron qui a des énormes usines où il y a quand on parle d'usine, c'est des 2000, 3000 personnes qui travaillent dans une usine, quoi. C'est énorme, hein. C'est comme nous dans les années 1890, des trucs comme ça, quoi. Bon. Et alors déjà, on parle à des entités de commerce équitable, c'est-à-dire qu'elles ont un modèle, on va dire, coopératif, c'est-à-dire qu'en gros, il y a les bureaux à Dakar et après, il y a des entités de production autonomes dans le pays. Les directions sont élues ou plus ou moins, elles ont des chartes internes différentes, quoi. Elles sont auditées, etc. Bon, alors après, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, comme un label, par exemple, tu as des critères, donc voilà, après, c'est leur volonté propre, c'est sous leur volonté de dire, nous, on a ce type de développement ou pas. Et c'est pour ça qu'on en a sélectionné que quelques-uns et pas tous, etc. Je sais plus où je voulais en venir après. Oui, alors, si, un truc très important, justement, pour moi en tout cas, que résout le commerce équitable, c'est le fait de dire on vous offre des boulots qualifiés et bien payés, mais pas à la capitale. Parce qu'en fait, il y a un exode rural de malades dans ce pays-là, parce que justement, vu que c'est en plein boom, tout le monde vient à la capitale trouver du boulot, monter sa vie en espérant toucher un bon salaire, etc. Alors que là, justement, ces entités de commerce équitable sont vachement délocalisées en fait dans leur mode productif, quoi. Et donc en fait ça permet de conserver une ruralité, quoi, avec des emplois qualifiés là-bas et pas juste la paysannerie qui resterait dans les campagnes, quoi. Donc ça c'est hyper important en fait. Je trouve on n'en parle pas trop de ce truc-là, mais c'est vraiment à mon avis le point principal, quoi. C'est de dire on vous offre un boulot bien payé et qualifié. Mais vous n'êtes pas obligé de venir bouger à la capitale dans des conditions de vie moins bonnes qu'à la campagne. Pas séparer les familles. Par exemple, quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Des artisans que vous proposez de payer 10 à 20% au-dessus du salaire minimum là-bas ? Ouais, alors c'est pareil. Sur le salaire minimum, c'est un point où là, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui se passe en ce moment parce que, si tu veux, dans les grosses boîtes justement dont on parle, c'est assez particulier par rapport à ce qui se passe en France. En fait, si tu veux, ces grosses boîtes-là, en fait, sont le fer de lance du développement au Bangladesh. Parce que c'est vachement un modèle où dire, si t'es gros et puissant, c'est toi qui nous montres vers où on va, quoi. Bien sûr. Donc en fait, là, quand il y avait les scandales et tout au Bangladesh, en fait, c'est sur des sous-traitants de ces grosses boîtes-là.
Au niveau du salaire, après il y a les droits syndicaux, etc. Ça c'est autre chose, voilà. Parce que effectivement, mais sur le salaire pur, effectivement, c'est des bons salaires pour le pays en fait. Quand tu travailles dans des grosses boîtes comme ça, enfin c'est relatif, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais justement là, la différence c'est que ils ont quand même des meilleurs salaires. Le syndic, ils ont le droit de se syndiquer. Il y a des au niveau des congés maladie ou des trucs comme ça, enfin c'est accompagné et c'est pas genre c'est pas vu comme un frein si tu veux, alors que dans certaines boîtes c'est genre tu prends encore un congé maladie, enfin tu vois donc voilà, c'est complètement une autre mentalité on va dire entre justement le commerce équitable et ces grosses boîtes là, ça a quand même une différence quoi. Après voilà, il y a aussi des grosses boîtes qui sont bien, il faut pas l'oublier, il faut pas certainement c'est pas tout noir tout blanc hein, et vous, comment ça se passe là-bas, vous avez votre atelier du coup, il est monté, ça y est? Alors nous on n'a pas nos locaux en propre. On n'a pas nos locaux en propre. Après moi je travaille avec eux là-bas. Là, j'y étais pas mal de fois, mais là pour la production, pour le prototypage, j'y étais mars-avril de l'année dernière. D'accord. Tu multiplies les allers-retours du coup maintenant? Ouais, alors là on en a fait pas mal cette année, mais du coup moi j'aimerais bien passer l'hiver au Bangladesh en fait et rester 3 mois comme ça, faire un seul aller-retour par an. Puis j'esquive l'hiver. Voilà. Exactement. Et du coup voilà, rester longtemps là-bas parce que il y a des projets qui demandent du temps à se monter. Et c'est pas en y allant juste une semaine par-ci par-là dans l'année qu'on arrive à monter des vrais projets là-bas quoi. Le but c'est vraiment aussi que eux soient vraiment gagnants de notre relation, qu'on leur amène des technologies européennes, que nous on s'instruive de justement leur manière de faire, etc. C'est le début, hein, donc voilà, on verra après, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, oui, justement, tu le dis, c'est le début. Ça date de quand? Quand est-ce que ça a été lancé officiellement? J'ai vu qu'il y avait eu une campagne de financement participatif lancée cet été-là, juin, juillet. Juin, ouais. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé cette campagne. Ouais, on a fait 36 000 €, donc c'était, c'est un bon début. Là, on va dire que ça fait depuis 2016 qu'on y est, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases de préparation. Au fur et à mesure, ça se concrétise. Le crowdfunding, c'était le financement participatif, c'était pas mal pour prouver notre notoriété. Là, la marchandise arrive d'ici quelques semaines. Il y a les premiers envois qu'on va faire, c'est encore un autre test. Puis les commandes de Noël, c'est encore un autre test. Et 2018, en fait, sera notre véritable première année, quoi. Voilà. Okay. Et les premières commandes à partir de novembre. Voilà. Ah voilà, donc ça se lance officiellement à partir de novembre. À partir de novembre, on va dire la routine commence à partir de novembre. Voilà. D'accord, donc c'est possible de commander. Où est-ce qu'on commande d'ailleurs? Si on veut notre sac aujourd'hui, on imagine distribution via un site internet notamment. C'est ballo.eu. Ballo.eu, oui, et vous écrivez Ballo pour ceux qui ne savent pas, B-H-A-2-L-O-T. Ouais, et ne dites pas ballotte, c'est complètement ridicule. Justement, ça vient de juste un petit truc, ça vient de donc un petit ballot, un baluchon en français, et en bangla, ballot ça veut dire bien. D'accord. Voilà. Ballo. Une pierre deux coups, comme ça. Restons, on s'est un petit peu égaré, mais enfin non pas égaré, mais c'était très important. Mais revenons un petit peu sur les points noirs. Le gouvernement, là-bas, tu parlais tout à l'heure d'un truc qui m'a mis la puce à l'oreille sur les syndicats. Tu voulais savoir quoi exactement? Parce que j'ai lu que c'était une coopérative qui offrait aux femmes du Bangladesh une possibilité de s'émanciper en travaillant de façon indépendante, l'artisanat. Une autre flèche à votre corde à votre arc. C'est leur credo en fait, justement la revalorisation du travail des femmes, etc. Et justement parce que beaucoup d'études justement sur le commerce équitable montraient que donner l'indépendance financière aux femmes, ça a aidé énormément au développement d'un pays, quoi. Parce que je sais pas exactement les raisons, etc. Il faut plus se pencher sur les rapports, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, quoi. Et justement là, c'est un truc qui nous a beaucoup plu chez eux, et les tissus de 2 de nos sacs, et a priori de tous nos sacs quand ça va arriver. D'ici 6 mois, je pense que tous nos sacs seront avec leurs tissus. En gros, leur idée, ils achètent des métiers à tisser, ils les mettent à disposition chez des femmes au foyer, et elles les tissent quand elles ont un peu de temps libre, et du coup, ça leur fait un revenu. D'accord, depuis chez elles. Donc, depuis chez elles. Parce qu'il y a encore plein de boulot. Il y a les poules, les grands-mères, les enfants à la maison. Enfin voilà, il y a quand même tout ça, quoi. Mais là, ça leur donne une indépendance financière. D'accord. Vous, en parlant justement des différents fournisseurs, les collaborateurs, plutôt, vous travaillez également, vous avez choisi de confier une partie de la prod à Prokriti. Prokriti. Ça veut dire nature en bangla d'ailleurs.
D'accord. Ouais, alors Procrity, c'est un peu différent. Ils sont plus focalisés. Déjà, ils ont leur propre design. Contrairement à Tarango qui fait que des commandes clients, en gros. Voilà. À part sur leur tissu, Tarango font aussi leur design tissu. Procrity, eux, initialement, ils étaient partis sur le papier. Donc ils faisaient du papier en fibre de jute, fibre de coton, fibre d'ananas, etc. Donc ils avaient un petit lieu de production. Et après, ils sont vachement diversifiés. Et là, en ce moment, ils essayent de s'exporter un peu plus. Je crois qu'ils ont Australie et Japon en marchés principaux. Et là, avec nous, ils développent justement leur production de sacs. Voilà, donc c'est aussi, eux attendent beaucoup de nous dans le sens où ils ont monté un petit atelier de production de sacs et ils espèrent bien justement pouvoir travailler avec nous en premier client sur les sacs et après se diversifier vers d'autres clients ensuite. D'accord. Ça fait combien de collaborateurs au final? On a parlé des deux principaux 4. là 4 en tout, on en a 2 autres. Un qui fait les pochettes d'ordinateur en sari recyclé. Le sari, c'est la robe que les femmes portent quand elles s'enroulent autour là. Donc eux, ils recyclent des saris et ils en font des pochettes d'ordinateur. Et le quatrième, c'est Core. Donc c'est la plus vieille entité de commerce équitable au Bangladesh et pas loin d'être la plus vieille au monde, je crois. Parce que c'est hyper vieux comme entité. Et parce que le commerce équitable n'est pas développé partout de la même façon. Je sais qu'en France, ça représente un infime pourcentage du commerce. Quoi. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai cru voir une coopérative agricole, le commerce équitable, qui allait se lancer dans pas longtemps. Dans la région, ça m'a intrigué. Non, pas dans la région, je sais plus où en France. Enfin bref, Oui, c'est possible. En tout cas, ça m'a fait bizarre de voir du commerce équitable en France, j'avais pas trop l'habitude. Et non, du coup, Core, eux, on fait les tote bags chez eux. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui, des sacs en filet. Et encore un autre. Et les sacs pour les légumes. Voilà, en fait, on a essayé de travailler avec eux sur des sacs, sur nos sacs à la base. On était allé les voir. Et en fait, ça les intéressait pas. C'était un peu trop de valeur ajoutée sur le produit, alors qu'eux n'avaient pas l'habitude de le faire. Donc, ils se sentaient pas de le faire. Du coup, on s'est dit, ça sert à rien de tenter avec eux là-dessus. On a d'autres produits à leur donner. Et voilà, quoi. D'accord. Et justement, vos produits... Alors, et eux, ils bossent avec les minorités chrétiennes au Bangladesh, d'ailleurs. Voilà. D'accord, ah oui, encore autre chose. Ouais, chacun a un peu son pôle, on va dire, de focus, qu'on va dire équitable. Chacun a un peu sa manière de voir les choses, quoi. Ouais. Oui, justement, les produits, tu parlais de sacoches d'ordinateur, ça va être Ballot aussi qui va faire ça. Les sacs, qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi pas sur le produit pur, le design, qu'est-ce qui va pouvoir être présenté à la vente notamment, si on fait un petit récap de l'éventail proposé. Ouais, alors en gros on a 4 sacs principaux, un sac voyage, un grand sac à dos, un petit sac à dos et un espèce de sac bandoulière, quoi, on va dire. D'accord. Ça se rapproche du tote bag, non? Non, celui-là. Pas tout à fait. Je sais pas comment on dit, un baluchon, quoi. Je sais pas. D'accord, très sympa. Avec effectivement Ballot gravé sur du bois et puis cousu. Très bien. Superbe. Et après, donc ça c'est les 4 sacs principaux et après autour de ça on a fait une petite pochette, une trousse quoi en gros, des pochettes d'ordinateur et des tote bags aussi. Alors ces produits-là ils étaient pensés au début pour le financement participatif parce que on avait des potes qui n'avaient pas forcément les thunes d'acheter un sac, voilà. Eh oui, ça commence par là. Oui. Et en fait je pense qu'on va les garder. Faut voir parce que les pochettes d'ordinateur sont un peu trop ethniques et il faut que ça reste dans une cohésion de gamme. Voilà, donc là on parle stratégie de cohésion de gamme, etc. Voilà, donc à voir. Mais je pense qu'elles vont changer de forme. Les pochettes d'ordinateur, je les trouve un peu trop ethniques. Mais bon, on verra. D'accord, donc ça continue de travailler à ce niveau-là. Ouais. Ah oui. La partie marketing notamment. Puis il y a la nouvelle je suis sur la nouvelle collection en ce moment. Je pense sortir une banane pour l'été. Une banane. Ouais, un sac banane. Un peu revisité, quoi, mais voilà. D'accord. J'ai perdu complètement ce que je voulais dire. Bien, c'est pas grave, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut, en tout cas, vous souhaiter les objectifs, tu en as parlé un petit peu. Une entreprise, finalement, est-ce que tu la considères dans l'air du temps aujourd'hui? Ouais, on a essayé de la faire comme ça, en tout cas. Après, nous, c'est vrai que sur les projets de développement, il y a plein de choses à faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre porte d'entrée, quoi. On a tenté ce truc-là, ça a l'air d'avoir bien marché avec le crowdfunding. On va voir comment ça continue. Après, il y a plein de choses à faire.
il y a du développement à faire au Bangladesh en termes de process, par exemple, de machines, justement des compétences, et nous, un regard européen qu'on peut avoir là-dessus. Alors, on parle pas d'impérialisme ou de trucs comme ça, moi, ça me... Oui, justement, le but, c'est vraiment de rester autonome, c'est nos fournisseurs. Nous, on est là, on ne veut pas, moi, je veux pas monter d'usine ou trucs comme ça. Par contre, sur des besoins qu'ils peuvent avoir, nous, on est là et on peut les aider, justement, avec notre regard européen, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que on n'a pas du tout la même manière de voir les choses, quoi. J'imagine. Ouais. Sur on va dire des fois sur la rigueur, on peut dire, ou des trucs comme ça, c'est pas la. Ouais, qu'est-ce que vous leur apportez, hein, ne serait-ce que outre justement dans la façon d'aborder le travail, par exemple. Nous, ce qu'on leur apporte, en tout cas, ce que moi j'en ai vu, c'est des produits de meilleure qualité que d'habitude, complètement. Le Bangladesh, une marque, elle y va quand elle veut faire du t-shirt ou de la chaussette pas chère, quoi. Ou du jean. Le jean, c'est en gros, c'est jean t-shirt, le Bangladesh, quoi. Nous, on arrive avec un produit qui est élaboré, quoi. Et même pour les entités de commerce équitable, il y a un peu, on va dire, il y avait un peu dans la mode du commerce équitable, un peu le truc babiole, on va dire, qu'on achète parce que c'est commerce équitable, etc. Nous, on arrive avec un produit qui est fini, c'est un bon sac, on l'achète parce que c'est un bon sac, et en plus, il est commerce équitable. Ça va dans ce sens-là. Et du coup, là, moi, quand j'ai fini le développement de produits, etc., ça se voyait, ils étaient fiers du travail, ils étaient contents de pouvoir faire des sacs de cette qualité-là, etc. Et de travailler avec nous, parce que justement, on n'est pas... on est avec eux, c'est des partenaires, on discute beaucoup avec eux. Moi, j'étais là à coudre avec les ouvriers. Donc ça, c'est vrai que sur la relation au travail, ils apprécient beaucoup travailler avec nous. Et sur les produits aussi, on leur permet de toucher un marché qui est intéressant à avoir en termes moyenne haut de gamme. C'est un marché qu'ils peuvent pas y aller tout seuls parce que eux font de la mode bangla, ils font pas de la mode française. Nous, on fait de la mode française. On sait ce qui va arriver avec des produits que j'ai fait avec eux. Moi, j'avais quelques idées quand je suis arrivé au Bangladesh et j'ai peaufiné ça avec eux, avec ce qui est possible de faire, etc. Et donc là, c'est vraiment ça. On leur apporte un savoir-faire auquel ils n'ont pas... Alors, pas un savoir-faire, mais une potentialité de savoir-faire qu'eux ne peuvent pas avoir. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire ces sacs-là, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arriveront pas à les vendre. Parce qu'ils ne vont pas avoir le bon design ou le bon truc. Nous, on arrive avec un produit qui est de bonne qualité, quoi. Et et donc eux, ça leur fait énormément plaisir, quoi, de dire on fait des bons produits, quoi. Et du coup, ça justifie, parce que maintenant je viens de retrouver ce que je voulais dire, l'entrée de gamme, tu disais, parce que le Bangladesh est souvent associé à bas de gamme. Ouais, bas de gamme. exactement. Et vous, tu disais une entrée de gamme tout à l'heure, milieu moyenne gamme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moyenne gamme, on va dire, moyenne haut de gamme, quoi. Le haut de la moyenne gamme, ouais. Mais ouais, exactement, c'est ça, quoi. C'est que, au Bangladesh, quand t'achètes un truc, ça se pète au bout de pas longtemps, quoi. Quand eux, la qualité chinoise, c'est leur meilleure qualité, quoi. Nous, c'est pas notre meilleure... c'est ça la différence, quoi. Là, nous, on arrive là-bas, et justement, là, c'est quelque chose qu'on va... On n'a pas encore vu la difficulté de la tâche, à mon avis, on la verra plus tard, c'est sur la capacité, justement, de faire de la bonne qualité. C'est une chose qu'eux n'ont pas du tout... c'est pas intuitif chez eux, quoi. En gros, si, c'est bon, visuellement c'est bon, donc c'est bon. Alors qu'en fait non, il y a justement sur la résistance, les trucs, les machins et tout, moi en tout cas j'arrive avec des exigences assez strictes, quoi, et je travaille avec eux justement à satisfaire ces exigences-là, et je pense que sur le long terme ça leur apportera énormément, ça. D'accord. Très bien. Si on veut suivre les aventures, donc le site internet, tu l'as dit, malo.eu. Ouais. Donc pour les et contacts. Le Facebook aussi. On essaie justement là, on essaie de pas mal d'envoyer pas mal d'informations sur le Bangladesh, sur notre métier, etc. pour être le plus transparent possible. Après, on répond très bien aux questions, on adore ça, on va aller plus loin dans la transparence et tout. Donc Quelque chose de très important pour vous, la transparence. Hein, de toute façon, ouais, parce qu'on voit vraiment, nous, on monte pas cette marque pour nous, on la monte avec les consommateurs, on fait ça au Bangladesh et on va essayer de faire les trucs bien. Donc Est-ce que vous sollicitez les avis en allant un petit peu plus loin que vos proches? Alors... C'est compliqué parce que là, on pense à ça pour les nouveaux designs. En gros, proposer une planche de 4-5 dessins pour un modèle et faire choisir les gens parmi ça. Alors après, à mon avis, à moyen terme, on trouvera quelque chose justement pour interagir avec la communauté et tout. Pour l'instant, c'est vraiment question-réponse comme ça. On n'a pas. Mais sur la nouvelle collection, il y a moyen qu'on fasse participer les gens. Ouais. Ok, donc une collection déjà à découvrir en mois de novembre.
disais, on fait le rappel. Ouais, alors au mois de novembre, voilà, c'est Ça va être les premiers lancements. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et une première collection à partir de 2018. Ouais, printemps, été 2018, on va dire, la nouvelle collection. D'accord, Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Guillaume, merci beaucoup d'avoir merci participé de m'avoir invité. à ce monde parfait numéro 2. C'était fort sympathique, une interview, une entrevue qu'on pourra retrouver bien sûr sur les ondes de la radio, sur les ondes non, mais sur le site internet, voilà, c'est un petit peu plus clair. Bien sûr, à réécouter d'ici la fin de la semaine. Pour la suite du programme, ça va être bien sûr de la musique, et puis après encore de la musique, mais cette fois parler, puisqu'on accueillera en interview Sparkling qui vous attend pour le concert au Phare en direct à partir de 19h30 sur les ondes de Bob FM, mais c'est quand même mieux de les voir en live. Merci encore Guillaume, donc de l'entreprise Ballot. Allez, bonne soirée. Merci bien. Un monde parfait. Fait.